Salut la team, c'est génial de vous retrouver pour un nouvel épisode du Big QSO. Je suis Dimitri, Foxtrot 4, Foxtrot Lima Hotel, radio amateur technophile et passionné. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre invité Frédéric, Foxtrot 4 Echo Delta, cofondateur du réseau FRMcom. Frédéric va nous raconter son parcours et nous expliquer comment il est devenu radioamateur. Il nous fera également découvrir FRMcom, une association dont il est membre fondateur, en nous expliquant à qui elle s'adresse, quel est son objectif, et tu vas être surpris par tout ce qu'ils font pour promouvoir l'utilisation de la radio dans des situations de crise. L'idée, c'est de rassembler une communauté diversifiée de personnes qui partagent un intérêt commun pour les communications d'urgence et qui souhaitent apporter leur soutien et leurs compétences dans ces moments critiques. Nous plongerons également dans le monde du protocole LoRa et son utilisation sur nos bandes radio amateurs. Frédéric partagera avec nous son expérience et nous donnera un aperçu de la manière dont cette technologie évolue et s'intègre parfaitement dans notre activité. Avant de commencer, permettez-moi de remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à notre podcast. Votre soutien nous motive énormément et nous donne l'envie de continuer à produire d'autres émissions passionnantes. Si tu n'as pas encore partagé le podcast avec tes amis, je t'invite vivement à le faire. Plus nous serons nombreux, plus nous pouvons échanger et apprendre ensemble. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Nous sommes en train de préparer la création d'un groupe Facebook dédié à notre émission, le Big QSO. Ce sera l'endroit idéal pour discuter de nos épisodes, partager des expériences et rester informé des nouveautés. Mais attends, c'est pas tout. Nous avons une autre surprise en préparation. Mais il faudra encore patienter un peu. Crois-moi, ça en vaut la peine. Alors, prépare-toi à plonger dans une conversation fascinante avec Frédéric, Foxtrot 4 Echo Delta de FRMcom, à découvrir les secrets du protocole LoRa. Alors, attache ta ceinture, attrape ta GoBox et prépare-toi pour une discussion palpitante avec Frédéric. C'est parti pour un nouvel épisode du Big QSO. Salut Frédéric, je te remercie de participer à cette émission. Et est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et nous dire un petit peu comment tu es devenu radioamateur? Alors bonjour, déjà merci de m'avoir, invité. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager un peu avec vous. Moi j'ai un cursus radio-amateur relativement standard. Un jour j'étais dans une démonstration de 27 mégas où il y avait un stand avec des messieurs, un vieux Minitel, et des gens qui pianotaient au Minitel et comme je suis plutôt intéressé par l'informatique, c'est là comme ça que j'ai un peu mordu. Les 2 messieurs sont encore radio-amateurs et jouent encore assez souvent, c'était F1 ORJ et F1 NZL de chez nous. Et du coup, j'étais posé la question, je faisais un peu de 27 mégas, mais dans le coin, je faisais pas vraiment de DX, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Et puis petit à petit, de discussion en discussion, je me suis retrouvé devant dans une R25 pilotée par un monsieur qui s'appelle F5LTP, Mario, sur une alerte ADRASEC, enfin un exercice ADRASEC de recherche de balises. J'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai continué à travailler un petit peu. J'ai passé la F0 l'année où j'ai passé mon BTS, la F4 quelque chose comme 10 ans après. Avec un grand regret d'avoir attendu 10 ans pour passer l'étape suivante et puis aujourd'hui, on essaie de s'amuser. Je crois que c'est pour moi en tout cas le mot principal du monde radio-amateur, c'est s'amuser. Ouais, ouais, mais je te rassure, hein, je te rejoins également pour la F0, hein, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour passer la F4. Ça, c'est sûr. Tu as fondé ensuite une asso qui a à peu près 2 ans, qui s'appelle FRMcom. Pour quelle raison tu as créé FRMcom? Ah, FRMcom, c'est une suite successive d'événements dans mon cursus de gestion de crise qui m'y a fait penser et puis après c'est une bande de copains. J'ai fait pas mal d'interventions dans différents salons ou forums sur la gestion de crise pure, hein, donc que ce soit des crises de l'eau, et compagnie. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait un élément manquant qui était, comment communiquer dans certaines situations. Donc de là, on est venu à discuter, entre autres avec Vivien, F4FWH, qui est notre président, de ce qu'on pouvait apporter. On est tous les 2 issus du monde, ADRASEC et FNRASEC. Vivien doit encore y être, si mes souvenirs sont bons. Et on s'est dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est montrer aux gens qu'avec la radio, c'est pas que de la peur. Faut pas chasser les antennes, faut comprendre pourquoi elles sont là. Donc on s'est vraiment pris par la main, on a pris notre bâton de pèlerin et l'idée c'est de faire de la promotion
de l'utilisation des technologies radio, quelles qu'elles soient, pour la gestion de crise. Donc effectivement, on a déjà eu à conseiller des gens à partir sur du PMR 446, d'autres à partir sur du PMR professionnel, certains, devenir radioamateurs, c'est quand même un peu notre idée aussi, ces gens-là, une fois qu'ils ont un peu découvert ce qu'on pouvait faire avec la radio, de leur montrer que la licence radioamateur leur donne le droit à expérimenter et à utiliser des choses qui sont souvent inimaginables au départ. Oui, puis d'aller un peu plus loin. D'aller un peu plus loin, d'être plus autonome, de prendre la gestion de crise d'un œil différent. D'abord, tu as eu des élèves qui sont passés, qui sont arrivés par cet aspect, gestion de crise, et résilience de la radio. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Par contre, vraiment, notre point à nous, c'est pas de se dire: «On va être au service, je sais pas, de la préfecture, d'un SDIS, de quelque entité, de collectivité, qu'elle soit, étatique ou même territoriale». C'est plus de dire: «On va expliquer aux gens avant qu'ils en aient besoin, ce qu'ils pourraient faire avec» et du coup, s'entraider. C'est surtout l'idée, c'est ça, c'est de la résilience et de l'entraide avec une radio au milieu. Alors la radio, ça peut être, de la voix, hein, comme on fait tous les jours. Ça peut être, des protocoles plus, tournés, tout à l'heure on parlera certainement du LoRa, mais ça peut être par exemple ça, cette utilisation de protocole-là. On a plein de choses comme ça. Mais vraiment l'idée, c'est de fédérer toute personne qui voudrait, faire un peu de radio pour une gestion de crise, que ça soit des 2 petits voisins, 2 petits minots voisins, qui quand il y a une inondation de chaque côté, de leur maison, veulent continuer à discuter avec les copains d'en face, jusqu'à une collectivité territoriale qui chercherait une solution. Nous, l'idée, c'est pas d'apporter une solution, c'est de les orienter vers des prestataires qui, eux, leur vendront une solution clé en main sur de la collectivité. Oui, quelque chose de simple, facile à utiliser pour une personne qui n'est ni radio-amateur ni amateur de radio. C'est ça, tout à fait. On a déjà eu le cas où on est parti sur du PMR professionnel, les gens leur proposaient du LTE et on leur a dit: «Ben ouais, le LTE, c'est sympa, mais si vous avez plus rien qui fonctionne, au bout de 2 heures, votre LTE, il servira plus. Si vous prenez des petits pockets, PMR, homologués avec une déclaration, de fréquence qui va bien, dûment autorisée, un petit panneau solaire sur un véhicule qui peut vous le recharger quand vous en servez pas, vous allez avoir une autonomie, une résilience et une autonomie suffisante pour tenir le temps d'une petite crise». Ah mais carrément, mais tout à fait et ça manque à beaucoup de monde, hein, même, moi je vois, hein, quand j'en parle un petit peu à ma mairie, de ce que nous on fait ou autre, on sent qu'ils sont intéressés, mais qu'ils ne savent pas du tout par quel chemin, arriver, quelles mesures prendre et quel matériel acheter par exemple, tout simplement. Mais effectivement, on a besoin de se je pense que les collectivités ont besoin de se retrouver un petit peu aux sources des communications plus personnelles, on va dire, pas C'est des gros ça. réseaux comme la 3G ou autre, qui se développent, avec la nouvelle radio là où comment ils l'appellent déjà? La radio du futur Mmh, qui est trop maillée finalement. oui, et nous, on intervient souvent là parce que dans les collectivités, alors pour les 2 ou 3 collectivités avec lesquelles j'ai pu m'échanger, dont celle, dans laquelle je travaille, souvent c'est un manque de compétences. Ils ne savent pas vers quoi se tourner et là, on tombe dans un combat du meilleur commercial et on prendra cette solution. Alors que l'idée des Fermcom, c'est de leur dire: «Attendez, avant de partir sur cette solution, on va vous expliquer, on va définir peut-être ensemble, si vous voulez, votre besoin, pour pouvoir vous orienter vers une technologie qui est bonne». Après, on n'a aucune concurrence avec aucune société privée puisqu'on ne vend rien, on ne vend pas de prestations, on ne vend pas de matériel. C'est vraiment on est vraiment là pour faire de la promotion de l'utilisation de la radio et les aider à partir dans la bonne direction. Oui, oui, c'est vraiment juste de la découverte et un petit peu de conseils, je pense. Ouais et puis après s'il faut leur apprendre à appuyer sur un bouton, attendre 2 ou 3 secondes avant de parler, on le fera aussi. Ouais, c'est Mais ça. mais voilà, enfin moi je mets ça dans la partie découverte, c'est découvrir comment utiliser votre réseau. C'est pas monter le réseau, c'est pas intervenir, on passera pas une convention, enfin en tout cas aujourd'hui c'est pas le but, hein, de passer une convention avec qu'une commune pour son plan communal de sauvegarde. Par contre, c'est peut-être de dire à la commune quand elle nous pose la question sur comment intégrer, la radio dans leur plan communal de sauvegarde, c'est peut-être leur dire: «Est-ce que vous avez déjà été sur le site de la l'ANFR? Regardez si vous n'avez pas 3-4 radioamateurs dans votre commune». Parce que Ouais, la première étape, ce serait peut-être plus de vous rapprocher d'eux, que de vous rapprocher de nous. Après, eux vont vous aider. En plus, ils seront local, ils connaîtront les problématiques, ils ouais, connaîtront les plutôt risques, rapide. majeurs, les choses comme ça. Bien sûr. Justement, dans une situation de crise, un petit peu, de manière résiliente, le radioamateur a toujours cette vocation d'aider, a toujours
cette astreinte entre guillemets, hein, ça fait partie de nos prérogatives. Mais quel est le rôle exact d'un radioamateur en cas de crise? Alors, j'allais dire, moi, déjà, ma législation est très, très lointaine, donc je ne savais plus si c'était encore appris comme ça. Mais effectivement, à mon époque, on te disait que tu étais, je vais prendre des mots qui font dresser les poils à beaucoup. Tu étais, serviable à l'État. S'il y avait un problème, on pouvait venir chez toi, qui prendre ta station et toi avec et d'aller transmettre. Après, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est si vous intégrez des radioamateurs, c'est discuter de vos besoins avec eux. Et eux vous feront un pseudo-catalogue des possibilités du monde radioamateur, mais elles sont énormes. Ça peut partir d'une simple liaison phonique, comme ça peut aller sur du transfert de position GPS, du transfert de fichiers. Avec les technologies qui se développent aujourd'hui dans le monde radioamateur, on pourrait presque envisager du transfert vidéo. Les premiers trucs, Vivien avait fait ça pour son adresse mail, j'avais trouvé ça génial. C'était de dire on fait un petit montage avec un Arduino. Alors à l'époque, il y avait une caméra, il prenait une photo. Dans la photo, il incrustait la position GPS que le GPS local prenait et il transmettait sa photo en SSTV avec un eurodatage, c'est-à-dire la date, l'heure et un positionnement GPS. Ce qui pourrait par exemple permettre à un PC de gestion de crise de voir évoluer une situation d'inondation par exemple. Ouais. Dire toutes les 10 minutes j'envoie une photo et là on se prend un repère de crue dans la tête à la première et en gros on regarde si ça monte ou si ça descend. Aujourd'hui, on pourrait pousser plus loin avec des technos qu'on a essayé, qu'ils soient la PRS, le LoRa-PRS. On pourrait carrément aller foutre un petit capteur de niveau d'eau et que ça transmette son niveau d'eau au fur et à mesure. Alors, un truc tout simple qui dirait ça monte, c'est stable, ça descend, jusqu'à un truc qui te dirait carrément la hauteur d'eau ou le débit d'eau ou ce que tu veux. Alors, on parle d'inondation et d'eau parce que c'est quelque chose qui nous touche assez facilement pour l'instant sur le territoire français, mais on pourrait envisager plein d'autres choses. Oui, Plein par d'autres exemple, choses. Moi, j'avais vu des petits projets, de balises en mer, je trouvais ça adorable à essayer. ouais, ah ouais, tout à fait, tout à fait. Et FRMcom travaille sur pas mal de choses. J'ai été voir un petit peu sur le site internet. Vous faites de l'Amnet, de Winlink, du LoRa, où on va en reparler un petit peu plus, parce que c'est vraiment un protocole très intéressant à mettre en place et facilement atteignable. Mais est-ce que tu pourrais nous revenir un petit peu sur tout ce qui est Winlink, Amnet, tous ces réseaux-là qui sont encore en France un petit peu malheureusement trop sous-développé. Alors, à FRMcom, on va pas dire on a un projet, on y travaille tous dessus. Souvent, c'est les membres qui vont venir nous voir, les membres et les sympathisants, parce que pas besoin d'être membre pour se dire je suis dans la mouvance FRMcom. Hem, les gens viennent nous voir avec un sujet et si le sujet c'est comme la pêche, hein, si l'hameçon il prend, et ben, il y en a 2 ou 3 qui vont travailler sur ce sujet. L'idée, c'est d'essayer de leur faire, comprendre qu'on a un wiki, que ça serait bien que les essais qu'ils font, ils les écrivent dans un wiki et s'ils veulent pas les écrire sur le wiki de l'association, au moins qu'ils les écrivent sur le site de leur radio club, le site perso et à nous de reprendre les liens, de diffuser ces liens sur ce qui a été fait. Donc, quand tu regardes un peu ce qui se fait, moi pendant des années, j'ai suivi de très, très près un événement, qui était organisé par l'IRU qui s'appelait les GAREC. Alors aujourd'hui, c'est plus difficile à retrouver les PDF et PowerPoint de présentation. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi, mais c'est pas le but du jour de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais c'était hyper intéressant. Moi, j'ai commencé comme ça parce que derrière, tu voyais ce que les radioamateurs étrangers utilisaient sur leur vraie gestion de crise, que ça soit du tsunami, du tremblement de terre, des grosses inondations. Et quand je parle de grosses crises, c'est pas forcément l'effondrement d'un immeuble en centre urbain. Moi, je me rappelle avoir vu des articles sur les Turcs, sur des trucs comme ça, sur les grosses, grosses catastrophes. Et petit à petit, on a vu apparaître certaines orientations. Moi, par mon expérience au niveau de mon adresse SEC locale, là, sur la région stéphanoise, on avait un monsieur qui s'occupait de la gestion opérationnelle au SDIS qui un jour m'a dit une phrase qui m'a marqué, qui est, tu sais, Frédéric, la parole s'envole, les écrits restent. Ouais. Et je reconnais que sur un gros exercice, hein, il me l'a dit, c'était un gros exercice, plusieurs départements, c'est un exercice de validation de formation type grimpe chez eux, donc c'est vraiment un gros truc. On a eu un vrai clash au milieu à cause d'une tempête. Et pendant 2 ou 3 jours, ça tournait dans ma tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Puis je l'ai chopé. C'était un colonel de mémoire à l'époque. Et je lui ai dit, il faut que tu me dises ce que tu as voulu dire. Il me dit, bah, tu sais, en gros, transmettre la voix, euh,
Entre ce qui part, c'est le téléphone arabe, entre ce qui part et ce qui arrive, c'est souvent déformé. Si tu arrives à nous transmettre à l'écrit quelque chose, on est sûr que le départ sera égal à l'arrivée. Donc là, on s'est tout de suite tourné vers des réseaux qui le permettaient. Et Ouais. Winlink, par exemple, en est un qui te permet de faire une saisie sur un point A et de l'envoyer par la radio sur des boîtes mail ou directement à un autre correspondant en radio. Et là, la saisie, je le compare vraiment à un mail parce que c'est typiquement les outils Winlink aujourd'hui, c'est un navigateur, mail, comme à l'époque, les premiers Outlook, où tu dis ton destinataire. Alors soit ton destinataire, il fait partie du réseau radio amateur, il est «agréé» entre guillemets, il est connu du réseau Winlink et tu tapes ton indicatif. Par exemple, si demain tu fais un essai, si tu tapes F4ED en majuscule et que tu envoies un message radio par Winlink, et ben, je vais la recevoir directement dans ma pseudo boîte email Winlink. Et moi, quand j'irai me connecter à un serveur, je vais la récupérer qu'en radio. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas forcément d'internet entre les deux, ça marchera. Après, le système permet aussi d'envoyer un email depuis le terrain, là où tu n'aurais pas de 3G, 4G. C'est vraiment des réseaux qui sont endurcis parce que les protocoles qui sont utilisés, moi j'ai fait mes premiers essais avec du Pactor 1, qui était déjà un protocole qui était robuste à l'époque, hein. Et les derniers essais en Pactor que j'ai fait, j'ai eu la chance d'avoir un modem Pactor 3, c'était en Pactor 3, donc très robuste, très puissant. Par contre, ça bouffe une bande de fréquence phénoménale. Aujourd'hui, on a vu apparaître des modems logiciels qui sont beaucoup plus simples d'utilisation et beaucoup plus abordables financièrement, puisqu'il y a des modems qui sont open source. Donc, cela, il n'y a pas de souci. Et je crois que le modem VARA, qui est le modem que j'utilise le plus, via un achat groupé à l'association, on a dû le payer une cinquantaine d'euros. C'est toujours beaucoup, mais Vara va te permettre de faire autre chose que du Winlink. Tu vas aussi faire du QSO au clavier, de l'échange de fichiers, de tous les jours. C'est-à-dire que tu peux t'en servir tous les jours hors utilisation entre guillemets comme. Ah Voilà oui. pour la partie Winlink. Après, on a essayé d'autres choses, mais moi j'avais essayé PSK Mail à l'époque. J'avais même traduit une partie du logiciel là, pour PA0R et SM0RWO de mémoire. Je discutais beaucoup avec eux parce que j'ai fait un gros passage dans le monde du logiciel libre avant. Et là, on était vraiment sur du pur logiciel libre qui fonctionnait en multiplateforme et ça me plaisait beaucoup. Et là, c'est un système que j'utilise plus aujourd'hui, mais pour moi, c'était vraiment un gros intérêt. Tu pouvais envoyer des objets APRS, c'est-à-dire que sur un fond de carte, tu pouvais envoyer une route coupée, des choses comme ça. Et je trouve vraiment ça intéressant. Ouais, parce Pour la que partie Winlink, c'est ça. Et on a la chance d'avoir des gens chez nous qui font beaucoup du Linux, donc ils ont porté Winlink sous Linux. Alors, quand je dis porter, en fait, ils nous ont expliqué comment configurer les outils Windows sous le Linux, ce que moi j'utilise à la maison. Plus, on a aujourd'hui un petit logiciel qui s'appelle PAT, qui permet directement de faire de l'envoi de réception en mode avec un modem hardop open source. C'est vraiment l'avantage. Moi, quand je parle d'Emcom dans le monde radio amateur, j'ai tendance à dire on va essayer de vous préconiser des logiciels open source ou gratuits. ouais, Parce que j'estime qu'on n'a pas à dépenser une fortune pour pouvoir rendre service, un jour ou l'autre. c'est assez logique et c'est compréhensible à ce C'est ça. niveau-là. Donc, OK pour Winlink et pour les essais Hamnet que vous avez fait, est-ce que tu peux me résumer un petit peu ce que c'est que le Hamnet et comment ça fonctionne ou tu t'en es un peu occupé ou pas du tout? Alors moi, je m'en suis pas vraiment occupé. Après, je peux quand même, expliquer en 3 mots, mais je vais faire un truc de très schématique. Hamnet, c'est un gros tuyau. C'est comme ta canalisation d'eau en ville qui fait, je sais pas, un diamètre 90 ou un diamètre 120. Tu peux passer beaucoup de choses dedans. Pour moi, Hamnet, c'est un gros tuyau. C'est quelque chose qui est purement radio pour les bandes radio amateurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du matériel, de type Wi-Fi, mais qui est redescendu en fréquence sur nos bandes de fréquence à nous, soit autour du 2 giga 4, soit autour du 5 giga. Et dans ce tuyau, ben, après, c'est à nous d'y faire passer ce qu'on veut. On peut effectivement faire passer, de la voix, de la PRS, de l'échange de fichiers, la vidéo, j'ai cru comprendre qu'il fallait bien choisir, sa compression pour que ça passe, parce que ça prend quand même de la place. Mais l'idée, c'est par exemple de monter comme une épine dorsale en fait, comme un poisson, hein. Tu as un gros tuyau au centre, après tu as des petites ramifications qui partent sur les côtés et tu viens y connecter ce que tu veux. C'est-à-dire que tu pourrais, quand on parle APRS en 144.800, on parle beaucoup d'APRS.FI par exemple. Ouais. Et à un moment, il y a une passerelle qui se fait entre le monde radio et le monde informatique. Bah, cette passerelle-là, tu peux aussi la monter sur un réseau Amnet et en restant tout à fait sur un réseau 100% radio amateur. D'accord, OK. Pour moi, Amnet, c'est vraiment ça. C'est une dorsale. Tu construis ta dorsale.
Alors nous, en région Rhône-Alpes, on n'est pas les seuls, fort heureusement, mais on essaye un peu d'avancer à notre rythme, de manière, par exemple, à ce que notre réseau maillé analogique, passe principalement par ce réseau-là. Ce qui veut dire que si demain internet tombe, la majorité des relais du réseau continueront à être actifs parce qu'ils auront une liaison entre eux jusqu'au serveur, central qui à terme sera sur Lyon, si j'ai bien compris, sera relié que par de l'AMNet, c'est-à-dire que par du réseau radio amateur pour les radioamateurs. D'accord, OK, un peu comme un réseau internet, mais En fait, c'est dédié à ça. l'internet version radio amateur. D'accord, OK. Mais c'est Ouais. vieux, hein. Moi, je me rappelle à l'époque où j'ai commencé, à regarder, à passer ma licence, j'étais à Paris et j'ai rencontré un monsieur que je continue encore à discuter un peu avec lui qui était, je crois que c'est F1 EFO, André. Dans le 77 qui était fanat de Paquette et moi j'étais mais je bavais chez lui parce qu'un jour je suis rentré, il m'a dit: «Attends, faut que je relève mes messages Paquette». Moi j'en étais encore au Paquette sous DOS où c'était long et que tu faisais la compagnie et là je lui ai vu ouvrir son Outlook, faire, envoyer recevoir et recevoir ses messages Paquette. J'étais comme un gosse devant un nouveau jouet Tu m'étonnes. et c'est ce qui m'a un peu poussé à passer ma F4 à terme, c'est pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais voilà, ouais effectivement c'est le réseau Paquette des temps modernes, sauf que c'est pas la même modulation et c'est pas du tout les mêmes vitesses là. Ouais, on parle de quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus rapide même, hein. Je Oui. me souviens des pages, avec le PK 232 là qui s'ouvraient, de mémoire, alors moi j'en ai un petit peu le mémoire de ça, j'étais môme et puis je regardais, je faisais pas mal d'écoutes là-dessus. J'avais l'impression de voir des pages Minitel s'ouvrir petit à petit avec les trames qu'on voyait, apparaître les unes derrière les autres. Je crois que ça ressemblait à un truc comme ça Ouais, et c'était ça, hein. ouais, c'est ça, ouais, ouais En fait, et tu voyais apparaître au fur et à mesure que tes trames de données arrivaient. ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est ça, c'est exactement ça et bon, bah, maintenant ça existe plus, hein, le paquet, il y en a très, très peu qui en font. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui en font un peu, mais on a tous ces systèmes-là qui existent un petit peu et dans tous les systèmes que vous expérimentez un petit peu, il y en a un que tu expérimentes un petit peu plus, c'est le LoRa. Ouais, c'est un jouet ça. Ça c'est ouais, ça c'est un grand, grand jouet et on en entend parler de plus en plus de radioamateurs le font. Alors c'est un protocole. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est et comment c'est apparu ce système-là et c'est quoi exactement le LoRa? Alors on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, il existe un réseau de données, qui s'appelle le LoRaWAN qui permet, dans beaucoup de pays du monde, à faire de la remontée d'informations et le LoRa par rapport à d'autres était à l'époque bidirectionnel. C'est-à-dire que tu pouvais recevoir les informations d'un point, mais tu pouvais aussi lui en envoyer. C'est des réseaux qui sont très, très bas débit. Mais par contre, qui ont une faculté de résistance, à la déformation, enfin, c'est vraiment impressionnant. Tout à l'heure, je vous parlais un peu des essais qui ont été faits, entre autres par Sébastien, 4ASS en mobile. Ça, c'est la partie commerciale. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des modules LoRa en 868 mégas, vous connecter au réseau. Alors, il y a des réseaux plus collaboratifs que d'autres, comme par exemple LoRa, c'est quoi? C'est le TTN. Là, je vous laisserai chercher, mais là, on fait vraiment on peut faire de la surveillance de ruches, de niveau d'eau, d'entrée-sortie, de niveau de CO2. Enfin, l'imagination est énorme, en fait, hein. Du moment que le capteur est relié à l'émetteur, c'est bon. On reste sur des protocoles qui vont utiliser des puissances, de l'ordre du milliwatt. Je crois que c'est 16 dB de sortie, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est Ouais. souvent des modules qui sont très, très basse consommation, ce qui permet de les mettre sur des points hauts ou dans des véhicules sans pour autant les alimenter, pendant des journées et des journées. Et de Mmh. ça est apparue une utilisation, du LoRa et LoRa APRS, le LoRa étant la modulation et le LoRa APRS est une modulation qui colle au protocole APRS sans pour autant être de la X25. C'est-à-dire que c'est pas les trames paquettes comme tu as l'habitude de les entendre sur 144-800, Ouais. mais c'est les trames de données et là, c'est chercher mon mot, je dirais open bar. C'est-à-dire que là, on rentre dans un monde de tests, d'essais, de bricoles, de bidouilles, tout ce que certains radioamateurs aiment pas entendre comme terme, mais moi c'est le cas. C'est comment jouer à quelque chose de nouveau, sans investir une fortune. Aujourd'hui, dans les principales utilisations que nous, on a testé du LoRa, alors quand je dis nous, c'est tous les membres ou sympathisants des Feremcom, hein. On a des gens, du côté des ON, Scar Novembre qui ont testé du mesh en LoRa PRS. C'est-à-dire, en gros, tu mets des petits modules tout au long d'un parcours et ça saute d'un bond à l'autre, un peu comme fait le 144-800 où tu rentres sur un point, tu es répété par un autre, puis par un autre, puis par un autre. Sauf Ouais. que c'est Sauf plus que là, les cadré. points, ils doivent être beaucoup plus propres, proches puisque tu as peu de puissance, non? En gros, oui.
faut être plus proche. Mais, pour donner l'ordre d'idée, Sébastien a monté un digipeater, exactement les mêmes termes que pour la PRS en 800, parce qu'exactement les mêmes fonctions, à son Cura qui est au-dessus de la vallée du Rhône. Et je crois qu'avec 1 watt de sortie, qui est largement plus que ce que le protocole LoRaWAN l'autorise, mais nous en bande radio amateur, on y a droit à ce 1 watt, c'est plus de 70 kilomètres. Ouais, ça couvre bien. Ouais, c'est énorme. C'est énorme et en sachant qu'en plus, tu pas de enfin, tu as une résistance à la déformation de la distance qui est mini, tu as une résistance au brouillage, qui est vraiment mini mini. Je vous encourage, mais si tu veux, on pourra faire une bibliothèque de liens, hein, Ouais. à aller voir sur Wikipédia la définition de LoRaWAN. Ce sera beaucoup plus technique que moi et je ne voudrais pas trop rentrer en détail pour pas essayer de pas perdre trop de monde, mais heu, pour moi aujourd'hui, s'il y a un truc où les radioamateurs peuvent jouer, en de plus de tout le reste, je veux dire, en plus des promenades en forêt, en plus, de Gilles qui fait son tour du monde avec son camion, en plus de ceux qui font de la double, c'est pas quelque chose qui va remplacer, c'est quelque chose qui franchement, un émetteur LoRa qui tient dans ta main, c'est 35 €. Ouais, c'est ça, je voulais te demander le coût un petit peu d'un LoRa et effectivement, ça coûte quasiment rien, quoi. Bah, là, j'ai laissé une collection complète, en Corse du côté d'Ajaccio, là, c'était, au mois de mai quand je suis parti, parce que les copains voulaient essayer. Je leur ai dit: «Moi, je vous laisse, une passerelle, c'est une trentaine d'euros, il y a pas de GPS dessus, donc tu fais, digipeater et e-gate. C'est-à-dire que tout ce qui rentre va aussi ressortir et tout ce qui rentre peut être répété sur internet. C'est pas une obligation encore une fois, hein. Ça peut être répété sur un serveur Ramnet aussi, ça peut être répété sur un serveur internet, mais comme ça peut rester purement de l'APRS, comme un 144-800 qui n'aura pas de liaison internet. Je leur ai laissé donc ouais, ça tu comptes une trentaine d'euros, c'est un petit peu moins cher parce qu'il y a pas de GPS. Les trackers que moi j'utilise, on les payait 30 € avant covid, donc je dirais 35-38 € aujourd'hui. C'est Ouais. trouvable en France, c'est trouvable chez tous les fournisseurs, aux yeux bridés. Et ouais, le seul truc, c'est que tu sais qu'effectivement, si tu veux faire joujou, tu vas remplacer la petite antenne boudin qui est dessus, tu vas le mettre par un fouet, même un cardon de UHF et ça c'est génial la portée. C'est vraiment pour moi le truc où il faut qu'on commence à jouer et par là, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que pourraient rapporter les radioamateurs en gestion de crise? Et bah, tu vas faire remonter du niveau d'eau, si tu es dans ta voiture, tu peux coupler ça avec, le logiciel, alors moi je parlais d'Android, hein, je peux pas parler d'iOS, j'en ai pas, mais sous Android, il y a un logiciel qui s'appelle, APRS Droid, Ouais, tout à qui te fait. permet en Bluetooth d'aller te connecter au modem LoRa et du coup, c'est comme si c'était un TNC. C'est-à-dire que tous les gens vont s'afficher sur ton fond de carte, APRS Droid. Ta position va partir à partir d'APRS Droid. Tu pourras envoyer des petits messages, tu pourras en recevoir, je sais pas moi, mon idée, alors à l'époque, je me suis fait un peu engueuler par certains, mais je leur disais: «Mais je comprends pas que dans tous les voitures d'Erasec, il y ait pas un petit module APRS sur son 44-800, un petit boîtier et tu arrives sur une route coupée, tu appuies sur un bouton et qui envoie un icône avec une descriptif, route coupée». Ouais. Route inondée, route coupée, un truc, moi je l'avais à titre pro, enfin on le voyait ça arriver au titre professionnel et je me suis dit: «Mais c'est un truc génial» parce que les mecs ils partent sur une vraie intervention à Drasec, ils sont les yeux sur la route des autorités qui n'y sont pas. Donc bah, là, tu as même pas à te dire: «Je suis au carrefour de machin plus machin», c'est tu sur un bouton, boum, ça fait partir ta position et ça décrit ce que tu vois. Donc ça, c'est faisable avec le LoRa APRS. C'est, on est vraiment dans la limitation, j'allais dire l'intelligence, c'est pas intelligence, c'est, la manière que tu pourras avoir de penser. Si tu as un cerveau en ébullition, tu vas pouvoir trouver des applications à la tonne. Si tu en as pas, bah, tu sais qu'il y a déjà une certaine quantité d'applications qui vont fonctionner juste en y injectant du code et en compilant le code et si tu suis les démos qui ont été faites, enfin les démonstrations de compilation qui ont été faites par différents radio clubs ou personnes, je pense au gars de l'Est, là, c'est EWI par exemple, qui avait fait sur le site, je crois que c'est de son club, tu suivais pas à pas pour compiler, injecter le code source et pof, ça partait. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est génial parce que c'est comment encourager les gens à bricoler, à essayer, à expérimenter, à jouer, à se faire plaisir, avec un investissement qui est beaucoup moindre. Ouais. Et en Ça termes de remplace ça remplace pas le DX, on est bien d'accord, mais c'est différent, mais c'est la radio, c'est exactement, pas juste du DX non plus, hein. c'est ça. C'est du DX, mais ça peut être aussi du numérique, ça peut être plein d'autres choses Mais je et sais que souvent, si tu veux, on nous reproche quand on parle de ça, c'est pas de la radio. Ben si, quoi, il y a un émetteur en 400 mégas derrière, hein. ouais, ouais, bah, carrément.
Carrément, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu me parles de lignes de code ou autre, il faut impérativement passer par des lignes de code pour le programmer ou comment ça se passe? Alors en fait, les lignes de code, tu vas pas les écrire. Les seuls trucs que tu vas écrire dans le code, dans certains modules, c'est ton indicatif. D'accord. Si tu veux connecter ton module à ton Wi-Fi, c'est d'écrire, ton nom de réseau et le code pour y accéder. OK. Le code source dans l'utilisation, première, tu pas à le toucher. Après il y a un monsieur, alors je dis un monsieur parce que pour moi Anthony est un vrai monsieur, c'est F4GOH qui lui a donné la possibilité, je crois qu'il faut être sous Chrome, enfin avoir un navigateur Chrome, mais tu pourras le programmer directement depuis ton navigateur internet, le module. Ouais, donc en gros, tu achètes ton module, dans le commerce, puisque ça Mmh. s'achète dans le commerce. Tu le branches sur ton ordinateur et tu le configures directement avec ton navigateur, quoi. Voilà, avec ses firmware à lui. Après par contre, tu veux tester d'autres firmware, depuis il y a des firmware qui sont sortis depuis de ceux d'Anthony. Bah là, par contre, il faudra passer par la compilation et l'envoi, mais dans 97 du cas, tu suis la présentation internet du Radio Club qui te l'explique et ça marche. Ouais. Après, quand ça marche pas, il vaut mieux avoir quelqu'un qui connaisse un peu en bricolage informatique pour le faire. Mais après, moi, je pars du principe que ça peut être une très, très bonne activité Radio Club. De se dire, le Radio Club ou l'association locale va monter un digipeater, eGate, lui, il le prend en charge Ouais, et les membres du Radio Club veulent le tester, vous achetez le module, vous venez à une réunion Radio Club et on fait une soirée programmation. OK. Et du coup, je pense que pour une activité Radio Club, bah, les gens, soit ils connaissent déjà la programmation, ça va aller très vite, soit ils le connaissent pas et heu et tu vas expliquer, bah, pourquoi je choisis tel port USB, tel numéro pour envoyer, tu vas leur expliquer où il faut aller changer l'indicatif s'ils veulent pas le chercher. Et du coup, je pense que c'est une activité où on se retrouve dans la pseudo formation quoi, où on est tous des copains et finalement on va tous un peu s'entraider. Ouais, Un bah, peu comme on a fait quand, Gilles m'a dit: «Il faut câbler le camion», où je lui ai dit: «Ben, tu montes un week-end sur la maison mon grand, hein, puis on va le câbler ton camion avec toi». ouais, bah, ça, il nous l'a dit dans le podcast, hein, qu'il avait eu affaire avec toi Ah, et j'ai une réputation de casse-pied, je vais rester poli en fait, dans les salons, les copains disent toujours, quand il y a des jeunes qui viennent nous voir en disant: «Ouais, ça m'intéresse et tout», ils lui disent toujours: «Surtout tu donnes pas ton compte Twitter à Frédéric, parce que c'est pire qu'un morpion». Donc ouais, effectivement, je revendique le hashtag, passe ta licence, sur Twitter, il y a pas de souci. Et quand j'y pense, je rajoute des petites couches à chaque fois, mais regarde avec Gilles, ça a marché ah ben et totalement. pas qu'avec lui d'ailleurs. Content, hein, d'ailleurs, il publie de temps en temps sur le Discord, de F4 KMI, «Je suis en fréquence à tel endroit». Alors je bosse pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, alors j'espère qu'il va republier ça et puis que je vais pouvoir réussir à faire un contact avec lui parce que c'est un mec qui est génial. Mmh, Alors par contre, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais parce qu'effectivement, une activité faite par un radio club, alors moi je suis très radio club, hein, je pense que, pour moi, pour avancer en tant que radio amateur, on a besoin de cette cohésion de groupe et c'est pas individuel le radioamateurisme, hein, sinon bah, il parlerait tout seul et ça servirait à rien. Et c'est vrai que le LoRa, bah, quand c'est un protocole qui n'est pas développé du tout dans le département ou dans la région sur lequel on se trouve, bah, si c'est pas entre guillemets chapeauté par un radio club, on va être très très vite limité, je pense. oui, C'est mais comme plein d'activités, demain tu vas vouloir te lancer une nouvelle activité, tu as personne qui le sait dans ton département, tu as une grosse partie, du début du projet qui va être de la recherche et c'est un peu là où peut intervenir, FRMCom. C'est nous on a un wiki, on y a écrit des choses dessus, servez-vous-en. Alors quand je dis «vous», c'est pas forcément que ton radio club, hein, c'est tous les radioamateurs, qui peuvent nous écouter, y intervenir, qu'ils soient francophones ou pas d'ailleurs. Le wiki, il faut un mot de passe pour y écrire, mais il suffit de me faire un mail en me disant: «Je voudrais écrire quelque chose sur votre wiki» et j'ouvre les portes du wiki, mais avec un très, très grand plaisir. En fait, il est là. C'est qu'une activité radio club, pour moi, elle n'est viable que si on communique dessus tout à et fait. communiquer dessus, c'est pas juste dire: «Vous avez vu, on l'a fait». C'est oui, c'est: «Ouais, vous avez vu, on l'a fait, maintenant je vais vous expliquer comment on l'a fait». Ouais, Et là, le radio club retrouve, tout ce qu'il faut, enfin tout ce que devrait être un radio club, ce qui n'est sa pas splendeur. souvent le cas, mais c'est ça, toute sa grandeur. Ouais, ouais. Ah, mais je suis tout En à tout fait cas, nous, à d'accord. FRMcom, on le voit comme ça. On a effectivement un indicatif radio club parce que pour certaines activités radio, il nous a semblé important d'avoir un indicatif de type radio club.
on se revendiquera jamais comme un radio club, où les gens se réunissent pour bricoler, mais comme un radio club virtuel où les gens se retrouvent pour échanger et essayer de progresser en commun. Ouais, mais c'est très très bien cette philosophie de partage finalement, de partage de connaissances au service en plus de l'autre, hein, puisque C'est ça. ça représente un réseau d'urgence, c'est ça, hein, c'est toujours au service de soi, mais au service beaucoup des autres également. Ok. Et plus je t'écoute, plus on voit que tu as un œil un petit peu particulier sur la radio, puisque c'est vrai que tu es la première personne sur qui on parle vraiment informatique sur ce podcast. On parle vraiment nouvelles technologies. Du coup, cette question, bah forcément, je te la pose. Comment tu vois l'évolution du radio amateur, mais des technologies également radio amateurs qui vont arriver dans les prochaines années? Est-ce que tu as quelques expériences, quelques idées ou quelques envies, hein, tout simplement, ou ton regard dessus, hein, tout simplement. Alors moi, je fais un doux rêve. Je suis un vrai rêveur, hein. Souvent, ma compagne me traite de bisounours, surtout en parlant du monde des radios amateurs, mais hem, je vois le futur un peu comme on alors il y a des moments, je vois le futur en noir. Parce que quand j'assiste à certaines discussions sur certaines fréquences radio amateurs ou sur des forums radio amateurs, je me dis qu'on est perdu. D'un autre côté, je vois ce que vous faites, par exemple, pour la formation et honnêtement, ça me remonte le moral beaucoup, de voir qu'il y a des gens qui sont capables vraiment de s'investir pour former et faire arriver d'autres gens de toute autre ouverture. Je fais pas partie des gens, par contre, qui vont te dire: «De toute façon, l'avenir, c'est l'informatique, on va plus entendre de la C-double». Moi, j'arrive pas à l'apprendre et je suis le plus malheureux de pas réussir à l'apprendre parce que je trouve ça que c'est joli. Je suis issu d'une formation qui est technicienne, puisque je suis électricien de formation avec une très forte connotation informatique à la fin. Donc oui, je vois l'informatique comme une manière d'attirer les jeunes, et aujourd'hui, je pense que la technologie qu'il faut absolument prendre en compte, commencer vraiment à travailler, c'est le SDR. Parce qu'avec un émetteur SDR, ça va te permettre effectivement de faire ce que faisaient nos anciens. Tu vas continuer à faire de la C-double, tu vas continuer à faire, du RTTY pour ceux qui en ont fait, je sais pas, du packet en 1200 baux. Par contre, demain, tu as envie de créer une nouvelle, modulation, bah, c'est open bar. Il faut avoir les compétences, hein, je dis pas que tout le monde les aura, mais pour moi, c'est une technologie aujourd'hui à suivre, c'est ça. C'est même pas un mode de modulation, c'est pas une entité, c'est vraiment, vraiment voir ce qu'on peut faire avec du SDR. Quand je vois des gens comme Enzo, F4IAI, qui est très spécialisé SDR maintenant, qu'on a vu arriver, il avait pas 18 ans, il savait pas ce que c'était qu'un radioamateur. En un an, on l'a vu arriver avec un indicatif radioamateur, passionné de météo. Là, j'ai vu qu'à Frédéric Schaffen, il avait fait une démonstration sur, détection de flammes avec la caméra de son ordinateur portable. Il envoie un message de détresse en radio grâce aux technologies SDR et compagnie. Je me dis que c'est une des technologies qu'il faut regarder, sans pour autant abandonner, les anciennes, hein. Un des grands monsieur que j'ai connu et qui m'a toujours impressionné, c'était Jean-Paul, F3TT. Donc déjà, quand tu commences à dire F3 et un indicatif en 2 lettres, tu dois bien te douter que c'est pas quelqu'un qui a 25 ans, Non. puisqu'en plus il est décédé il y a quelques années, déjà, et je crois qu'on avait fêté ses 60 ans de licence radioamateur, faudrait que je retrouve les photos. Mais qui était passionnant parce que autant il était passionné par la C-double, c'était vraiment son dada, mais autant par contre, tu lui parlais des technologies qui commençaient à pointer le nez. Alors à l'époque, c'était le paquet, hein, qui commençait à pointer son nez, et finalement, lui, il n'était pas bloqué. Je veux dire, je trouve que nos anciens étaient, entre guillemets, plus ouverts d'esprit qu'une certaine quantité de personnes qu'on a eu au milieu. Et cette ouverture d'esprit, on la retrouve avec les nouveaux. Et ça, c'est agréable. Donc moi, mon rêve, à la limite, ça serait effectivement des technologies naissantes qui puissent permettre d'attirer des jeunes et qui puissent, à la limite, à des jeunes radioamateurs, découvrir peut-être un nouveau métier, Ouais. peut-être qui va leur dire, bah, ce que j'ai appris en tant que radioamateur m'a donné envie de faire des études dans le domaine du spatial, dans le domaine du développement informatique, dans la maintenance de systèmes radio, enfin je sais pas, mais que ce soit un truc qui est bidirectionnel, c'est-à-dire que soit on récupère des gens qui ont une certaine technicité et nous, radioamateurs, à nous de les aider à découvrir le reste. Mais par contre, si dans ceux qu'on fait découvrir quelque chose, après, eux peuvent aller découvrir d'autres ciels plus ensoleillés, enfin en tout cas plus proches de ce qu'ils ont envie de faire, ben, tant mieux. Pour moi, ce sera vraiment gagné. Ouais, mais tu vois, je te rejoins totalement là-dessus puisque
Quand tu me parles de passer un examen et autres, moi, ça me fait penser à j'ai des petits jeunes, hein, qui viennent, à KMI pour être formés et on en a, presque de plus en plus, mais on en a à chaque saison, on a toujours quelqu'un qui a moins de 16 ans, enfin moins de 18 ans au moins, pour passer, l'examen. Alors après, il va au bout ou pas, ça reste autre chose, mais c'est le chemin d'apprentissage et sur la première saison, j'en ai eu un, bah, il devait tout juste avoir 18 ans et il me dit: «Mais moi, je le fais en challenge avec mon père, mais moi, je suis pas radioamateur de base, comme ça». Il avait pas encore tout à fait le virus. Bon, maintenant, les choses ont certainement peut-être un peu évolué d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas, j'ai malheureusement pas de nouvelles, mais je lui ai dit: «Mais de toute façon, sur le CV, si tu fais un métier technique, ça va être une valeur ajoutée. Alors ça va pas être un bac, ça va pas comme si tu avais fait 3 ans en plus de ton bac ou autre, mais ça va montrer une aptitude en plus d'apprendre, de découvrir et d'expérimenter par toi-même, puisque le radio amateur, c'est toujours par soi-même. Et moi, c'est ce qui m'a valu mon entrée à l'époque, bah, quand je travaillais chez Free. C'est ce qui m'a fait recruter chez Free, hein, c'est ça. Hein, En fait, on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup. Moi, des exemples où les gens te diront, mais je ne mets jamais sur mon CV que je suis radioamateur. Moi, je peux te citer plein de contre-exemples. Je me rappelle d'un exercice de sécurité civile en préfecture de la Loire, où il y avait une personne qui travaillait dans le nucléaire, dans un truc de sûreté nucléaire, dont j'ai oublié le nom, et qui me dit, mais moi, si j'ai 2 CV et que dans les deux, j'en ai un qui est marqué radioamateur, je préfère prendre lui parce que lui, je sais qu'il va s'amuser à comprendre. Oui, c'est ça. Et c'est bien. Oui, mais t'as tout Non, mais je résumé. trouve que c'est bien, c'est un exemple. Et voilà, c'est pas un emploi que tout le monde pourrait. Après, on n'a pas tous le niveau de base pour y postuler, mais de trouver que certains employeurs sont prêts à regarder de près si tu es radio-amateur ou pas radio-amateur pour faire peser une balance, si c'était un peu, la décision n'était pas si claire que ça. Je trouve ça très bien. J'ai fait pas mal de petits déplacements professionnels sur tout ce qui est bah, le LoRa, tout ce qui est réseau numérique, les choses comme ça. Et tu t'aperçois que dans la salle, quand tu dis que tu es radioamateur, on te regarde pas d'un œil bizarre en fait, hein. Non, pas du tout. Ah non, le regard a complètement changé. Mmh. Dans les années 90, bah, le radio amateur était un peu connoté cibiste avec tout ce qu'il y avait autour de l'image que ça véhiculait, qui n'est pas spécialement dégradante comme ça, mais dans les années 90, c'était un peu les perturbations, c'était les grosses antennes qu'on voyait sur les voitures partout, c'était pas très visible, il n'y avait pas une belle visibilité. Maintenant, ça a vraiment changé. L'image du radio amateur a complètement changé, hein. Entre autres grâce aux réseaux sociaux, hein, pour moi, hein, de toute manière. Mais C'est une arme de communication que peu de radio clubs ont saisie. oui, Heureusement de plus en plus, mais pas tous. Et moi j'ai tendance à dire à certains radio clubs avec qui j'avais la discussion, j'ai dit: «Vous savez, si votre présence sur Facebook, Twitter ou d'autres, vous ramène un gars en 10 ans, c'est un gars de gagné par rapport à un investissement qui est minime». ouais, tout à fait. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça, hein. Je me rappelle sur un salon à Lyon, on retrouvait la photo qui traîne sur internet, on avait avec, la boutique du Ref, qui était présente, donné un sac avec de la documentation à 4 ou 5 personnes, où on va dire que ça devait partir de 18 à 40 ans. Bah, peu de temps après, les 4 avaient leur examen. Donc comme quoi, on n'a pas besoin forcément d'être, bon formateur, d'être bon technicien pour motiver les gens. Ah, pas du tout, je suis d'accord avec toi. Il faut de les aider, il faut être derrière eux, les épauler, hein. Moi, combien de personnes m'ont dit, mais moi, si j'ai pas quelqu'un derrière, j'arrive pas à aller jusqu'au bout Mmh, parce que c'est pareil, hein, même si on a la motivation de vouloir avancer, au bout d'un moment, quand on bloque sur quelque chose et qu'on a personne sur qui se reposer et se dire, bah voilà, moi je bloque sur telle formule, par exemple, et qu'il y en a un qui lui dit bah attends bouge pas, je suis pas très bon là-dedans mais je vais essayer de regarder avec toi et puis on va essayer de comprendre ensemble, bah t'avances beaucoup plus loin, hein. bah, en fait, moi, c'est ce qui s'est passé, hein. J'étais F0, j'ai aidé un copain, qui a passé passé sa F4 plus qu'à la préparer. On arrivait au radio club, on allumait un PC, on se faisait une série de questions avec, l'application Windows, là, Exam 1 ou je sais plus exactement comment elle s'appelait à l'époque. Ouais, c'est Et ça. quand il arrivait pas, je m'apercevais que j'arrivais à lui expliquer certains trucs, pas tout, parce que je suis pas technicien non plus, de haut niveau. Mais au bout d'un moment, il est revenu, il me dit: «Bon, bah, c'est bon, tu m'as bien aidé, tu l'as eu». Moi, je me suis retrouvé comme un con en disant: «Bah, attends, si lui il l'a eu alors que moi je pouvais répondre aux questions, on lui répondait pas».
Il y a une période où, pour être radio-amateur, c'était un peu l'élite. Aujourd'hui, non, c'est ouvert à tout le monde, il suffit de travailler. C'est ça. C'est ça, il faut travailler un minimum de temps et ça Mmh. passe très, très, et quand je dis un minimum de temps, hein, le mec qui travaille tous les jours dessus un petit peu, ne serait-ce qu'une demi heure, 1 heure tous les jours, en 2 mois, c'est torché, hein, et quand je dis torché, c'est que il y a pas d'autre mot, hein, c'est Ah bah, quand j'ai vraiment, vu les résultats de certains, oui, ça fait ah peur. oui. Ah oui, oui, c'est vraiment atteignable, Moi, j'avais expliqué à l'époque aux copains, je disais: «Tu fais ta série de questions sur ton logiciel et tu notes les ques quand tu regardes les réponses, là où tu as faux, tu notes la question sur un calepin et l'explication et tu coincé dans le métro, tu ouvres ton calepin, tu lis ton calepin. T'es coincé dans les bouchons, bah, tu ouvres ton calepin, tu lis ton calepin et tu fais que ça, tu lis, tu t'emmerdes pas et tu verras petit à petit, tu vas progresser». oui, c'est ça, Et exactement. Patrick, enfin 4FZP, il a eu comme ça et puis voilà, faut que ça reste un jeu, faut qu'on arrête de se prendre la tête. On est que radio amateur et on se fait plaisir. Après, on peut apporter quelque chose aux gens et c'est tant mieux. Sinon, bah, déjà qu'on s'apporte du plaisir à soi-même. Et c'est ça, exactement. Bon, alors justement, tu me parles un petit peu, on est que radio amateur. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on était reconnu d'utilité publique. Alors effectivement, maintenant, bah, un peu comme dans toutes les disciplines, hein, quelque part, tu es en voiture, la police peut réquisitionner ton véhicule, même maintenant, hein, pour une urgence ou autre. Alors, il faut des critères bien particuliers, mais en tant que radio amateur, on peut être réquisitionné aussi. Alors, même si on sait que ça va être des gens qui vont être plus dans les AdraSec ou autres qui vont d'abord être réquisitionnés. Nous, on n'est pas à l'abri un jour d'avoir quelqu'un. Alors, on n'espère jamais, hein, et logiquement, ça ne devrait quasiment pas arriver. Mais toutes ces personnes-là là, qui nous écoutent, qui voudraient peut-être s'impliquer un petit peu dans une communication entre guillemets d'urgence, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils pour ceux qui voudraient s'impliquer un petit peu dans ce domaine-là? Comment s'équiper, éventuellement rejoindre une asso ou même FRMcom, hein, tout simplement. Est-ce que tu pourrais te donner déjà quelques petites pistes là-dessus? Alors moi, j'aime pas faire de la pub, je suis pas là pour ça. Mais effectivement, ceux qui nous écoutent, vous pouvez déjà vous rapprocher des FRMcom par notre Discord, on discutera, on échangera ensemble. Le matériel, bah, ça va dépendre de beaucoup de choses en fait. Ça va dépendre, si vous pensez passer le cap de la licence radio amateur ou pas. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec. C'est difficile à dire, il y a une mutation idéale pour faire de l'EMCOM, au sens large du terme. Par contre, c'est rapprochez-vous des radio clubs déjà, ça c'est une certitude. Rapprochez-vous des FRMcom, vous serez les bienvenus. Comme on discutait tout à l'heure, à FRMcom, on a 2 statuts. On a le statut sympathisant qui est super difficile à avoir en disant il suffit d'arriver en disant: «Bonjour, là, j'aimerais savoir ce que je peux apporter, en tant qu'utilisateur de matériel radio en gestion de crise» et vous avez le statut sympathisant. Ouais, Après, il y a le statut membre parce qu'il faut bien par moment vivre un petit peu, et payer certains frais. Mais la communauté MCOM, elle est internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec, le coordinateur pour notre région IRU qui est Greg, G0DUB. Faut pas hésiter à poser des questions parce que par moment, on se dit: «Ma question, elle est con», il faut surtout pas hésiter. Après, si l'idée de l'utilisation de la radio, elle est de vous mettre au service de votre préfecture, des sapeurs-pompiers ou de tout corps, constitué, rapprochez-vous d'une ADRASEC. Je vois que cette solution. Hem, moi, j'ai jamais eu de problème des gens qui sont arrivés chez nous. On a discuté, on a échangé, on les a motivés. Certains ont passé une licence radio amateur et après ils me disaient: «Ouais, mais tu comprends, maintenant je suis radio amateur, qu'est-ce que je peux faire de plus?» Ben, je les ai orientés vers des adresses sec en disant: «Suivons le département, allez-y». Il y a encore des copains qui sont présidents, donc là, je vais donner le mail du président que je connais, il y a aucun problème. Sinon, je leur dis: «Vous passez partie de la FNRASEC, vous avez un formulaire de contact normalement». Il y a longtemps que je suis pas passé, mais à l'époque, il y en avait un et qui était, après on répercute aux adresses sec. La grosse différence entre nous, FRMCOM et Adrasec, c'est que nous, on est au service du citoyen et que la FNRASEC sont au service de la sécurité civile. La différence, elle est majeure, elle est là. Après, on n'a pas besoin de faire partie d'une structure ou d'une autre pour rendre service. Si vous êtes attiré par la radio, vous pouvez aussi aller voir, bah, votre commune, dans le cadre de son plan communal, de sauvegarde, voir si vous pouvez pas y participer, les aider, apporter votre expertise, votre matériel en cas de problème. Aujourd'hui, on a une structure qui est en train de se monter qui est, le plan intercommunal de sécurité civile, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il faudrait que je vérifie,
j'ai pas toujours les bons termes en tête, mais bah, vous pouvez aussi vous rapprocher de ces structures intercommunales. Vous êtes une bande de copains, vous avez tous des postes 27 dans votre voiture, vous êtes 6 ou 7 sur la commune. Ben, moi, je trouve que c'est un bon truc, hein, d'aller voir votre mairie en disant, ben voilà, on est 6 ou 7, on est tous équipés de CB. Si jamais il y a quelque chose, comment on fait pour se mettre au service, comment on fait pour rentrer en contact avec vous en cas de problème, comment vous faites pour nous identifier et nous intégrer. Après, si vraiment on veut s'y intéresser sur sa commune, il va falloir lire des documents plus tourner risque majeur, c'est-à-dire apprendre à connaître les risques majeurs de votre commune. Si pouvez être touché par de l'inondation, par du transport de matières dangereuses. Mais ça, c'est l'étape suivante. La première étape, c'est de discuter avec des gens qui en font un peu, discuter avec votre commune par rapport à leurs besoins, parce qu'il y a quand même des communes aujourd'hui qui vous diront: «Ne vous inquiétez pas, moi j'ai le téléphone portable, je serai toujours joignable». Bon, pourquoi pas, hein? Voilà. Ouais, 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 elles peuvent le penser, hein, c'est quand je leur dis, hein, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais ouais, la première chose, c'est de venir nous rencontrer. On n'est pas méchants à FRMcom, on force pas à l'adhésion, loin de là. On intègre tout le monde dans le respect de la législation en vigueur. Ouais. C'est une discussion qu'on a déjà eue. Nous, à titre de l'association et de la sécurité de l'association, c'est pas nous qu'on va encourager à utiliser une puissance qui n'est pas celle autorisée par votre législation. Ouais, c'est logique. Heu, C'est logique. Après, Oui. moi, conseiller, des gens à acheter des portatifs, PMR homologués, une batterie, moi j'ai tendance à dire: «Vous achetez des PMR qui soient rechargeables en USB, vous achetez des batteries solaires à action à pas cher, qui ont un petit panneau solaire qui se recharge dans le pare-brise de la voiture et vous allez tenir de longues heures avec». Ouais, ça me choque pas du tout. C'est à chacun son utilisation. Il n'y a pas que le radioamateur qui peut être au service de des concitoyens, en fait, de ses citoyens, en cas de problème. Oui, tout à fait. Je suis même totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, si je comprends bien la logique de FRMcom, c'est pas ouvert juste aux radioamateurs licenciés. Un cibiste, Surtout pas, qui fait du PMR ou quoi que ce soit, bien sûr. il a de quoi jouer, non seulement pour lui, mais en plus, il peut te donner pour les autres aussi avec ses propres moyens. Mmh. Alors après, honnêtement, on est un peu taquin à FRMcom. Si la personne mord au jeu du radioamateur, on essaiera quand même de le pousser à passer une licence. Oui, oui, Mais ah bah, s'il je sais. nous dit: «Non, ça m'intéresse pas, je veux pas en entendre parler», on n'ira pas plus loin. Ah oui. Ah oui, mais je me souviens encore de Gilles, bah, tu vois, on en reparle, mais c'est marrant parce que lui, quand il faisait son épisode, il parlait de toi, et du coup, bah, toi, tu lui reparles de lui. Et c'est ce qu'il disait, hashtag passe ton examen ou quoi que ce soit, ça revenait souvent C'est ça. de ton côté, ouais, je vois bien, je vois bien la scène. Bah, on est radioamateur avant tout. Moi, je pense que plus on sera nombreux et plus on pourra jouer ensemble et au mieux ça sera. Après, je sais que je choque certains quand je dis: «Au plus on sera nombreux, au plus on pourra jouer», que certains disent: «Non, il faut d'abord des vrais techniciens avant d'avoir du monde». Moi, je dis: «Non, il faut tout pour faire un Oui, monde». eh La oui. phrase, elle est pas de moi, hein, Non, mais c'est ça. mais voilà. Je suis totalement d'accord avec toi parce que autant il faut bah, des techniciens qui vont vraiment pousser, des techniciens, des ingénieurs informatiques, des mecs qui vont savoir programmer parce que bah, maintenant la programmation informatique fait partie intégrante du radio amateur, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est une vérité. Mais autant on a besoin aussi d'opérateurs, de mecs qui seront sur le terrain, de mecs qui vont monter leurs antennes, de mecs qui vont simplement aimer prendre leur micro et puis faire des contacts parce que sans l'un ne peut pas marcher sans l'autre finalement. Moi, je discute beaucoup avec un radioamateur corse, qui se reconnaîtra, hein, de toute façon, qui est absolument pas à Drasec, absolument pas rendre service à la population. Alors il l'est dans un autre cadre, mais pas dans le cadre du radioamateurisme. Par contre, c'est une mine de savoir en échange. Tu lui poses des questions, tu t'intéresses, il est pas avare en renseignements, en coups de main, bricole beaucoup et enfin voilà, encore une fois, faut tout pour faire un monde et à FRMcom, on accepte tout le monde, de Oui, manière justement à pouvoir, progresser en commun. oui, c'est ça. Ensemble, on va plus loin et je suis tout à fait d'accord sur cette théorie. Alors, pour conclure, est-ce que tu pourrais partager avec nous un moment marquant que tu as vécu en tant que radio amateur ou quelque chose qui t'a vraiment touché à ce niveau-là? Alors certains vont te dire: «Ouais, le Fred, il est corse dans l'âme». Mais je vais te raconter une histoire qui est une histoire vraie. Il y a quelques années, quand j'ai voulu attaquer le D-Star, j'ai un autre collègue de la région qui a attaqué le D-Star en même temps que moi et on est rencontré un monsieur, qui était qu'un CX
qui lui a dit: «Moi, je peux t'envoyer un modem, pour faire du desktop dans ton coin pour essayer». Donc Thierry a envoyé au copain en question dans le 01 son modem. On a fait connaissance avec Thierry, souvent par clavier ou par visio, enfin, tu vois, on a vraiment bien sympathisé. Au moment de renvoyer le modem, mon collègue lui dit: «Qu'est-ce que je fais? Je te le renvoie?» Il lui dit: «Non, Frédéric vient en Corse cet été, envoie-le à Fred, déjà 1 il fera joujou et Ouais. 2 il me le ramènera pour les vacances». Oh, tu vois, pas de souci, moi je te ramènerai pour les vacances et quand tu descends du bateau, que c'est la première année que tu vas en Corse, tu vite perdu et donc le copain m'a dit: «Mais moi j'aimerais te on se voit le matin où tu arrives». Donc le matin, je sors sur le pont du bateau, mon talkie-walkie à la main depuis le port de Bastia et je commence à lancer l'appel et je me dis: «Ah et tu le connais pas, il va avoir oublié que tu viens» et en fait non, non et j'en commence à discuter, il me dit: «Tu es où?» Je suis là, il me dit: «Tu vois tel poteau?» «Ouais, tu vois une espèce de grand con qui est en train de faire des signes sur le poteau?» «Ouais, c'est moi, on se retrouve là» et en fait, je suis arrivé par avec quelqu'un que j'avais jamais vu. Certes, on avait discuté, mais si tu veux, on n'est pas de la même famille, on ne vit pas au même endroit, on partageait des points communs, mais sans plus et ce type-là, il a pris de son temps, bonne heure, pour venir me chercher au bateau. On a bu un café, on a bien discuté. Après, on est allé voir un autre radioamateur sur lequel j'ai encore mieux discuté. J'ai rencontré une personne qui était mais vraiment, charmante à échanger et le copain me dit: «Bah, ton camping, il est qu'en début d'après-midi et ben, du coup, si tu veux, on pose ta voiture ici et moi, je te fais toute la partie haute, tout le doigt de la haut de la Corse» et il nous a promenés alors que c'est quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré. Et c'est là pour moi une image du radioamateurisme qui dit qu'on n'est qu'une grande famille et qu'on est là pour s'entraider et que finalement, même si beaucoup ne le font pas aujourd'hui, quand un radioamateur arrive dans ta ville, lui donner un petit coup de main, c'est peut-être l'intégrer à ta ville. Ouais. Et moi, c'est vraiment l'image que je veux garder du radioamateur, c'est la personne qui ne te connaît pas mais qui vient t'aider, qui vient t'accueillir quand tu arrives chez lui. Oui. Bah, Et c'est ce je qu'on trouve que c'est appelle une tout image simplement jolie le ça. Holy Spirit. Ouais, exactement. C'est tout à fait, et tu as très bien résumé en une histoire cette philosophie bah, qui fait de nous, entre guillemets, des radios amateurs. Euh, et c'est ça. Ouais, je suis tout à fait, très, très, très belle histoire. Juste avant de terminer, parce que ça c'est quand même très important, où peut-on te retrouver sur Internet ou en fréquence ou autre, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu où te retrouver tous les jours ou presque? Alors, côté radio, ça sera sur un réseau maillé qui couvre la région Auvergne-Rhône-Alpes uniquement. Je fais un peu de HF, mais pas vraiment beaucoup. Après, sur les réseaux sociaux, si vous tapez F4D, je suis sûr que vous allez réussir à me trouver, puisqu'on m'engueule souvent que je suis un peu de partout. Mais ouais, je suis sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, le dernier qui était censé remplacer, que j'oublie toujours, remplacer Super. Twitter, qui ne le remplace pas vraiment, mais Mastodon. Mastodon, voilà. Donc je suis Tu as aussi aussi? là-dessus. Après, j'ai un mail, enfin honnêtement, si vous tapez F4D sur internet, même mon mail est facile à trouver. Alors je réponds pas toujours très vite, hein, parce que j'en reçois un peu beaucoup trop. Donc je suis obligé non pas de faire le tri, mais de temporiser. Et puis comme j'ai plein d'autres activités à côté, qui vont du secourisme, à la gestion des réseaux sociaux, non, vous me trouverez de partout en fait, je suis pas difficile à trouver, je me cache pas. Et quand je Ok. vais dans les régions où je me promène, j'essaie de me signaler sur les relais et au moins de répondre, dans les salons, du sud de la France, parce que je suis quand même plus, centré sur la région de Saint-Étienne et le sud. Mais voilà, je pense que pour me trouver, le plus simple, c'est vous tapez mon indicatif dans n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez toujours une solution. Ah, Sinon, bah, il passe par toi et puis tu transmets, il y a pas de problème. avec grand, grand plaisir, et de toute façon, c'est ce que j'allais te dire. À la fin de cette émission-là, je vais te demander directement, mais ça je le demande à tout le monde, de m'envoyer les quelques liens sur lesquels on peut te rejoindre, par exemple bah, le lien par exemple de FRMcom, Mmh. de ton Twitter ou le Facebook, ou même le Mastodon, qui est un super réseau social j'espère qu'il va grandir celui-là. Même si moi qui parle pas anglais, je trouve que c'est beaucoup trop anglais. Mais bon, ça, voilà. J'ai le même Euh, problème, je parle autant anglais que Gilles. ouais, bah, c'est un peu embêtant à ce niveau-là, mais c'est un super réseau social. Donc, bah, tout ce que tu peux me redonner, bah, n'hésite pas. En tout cas, je te remercie beaucoup de ces quelques minutes
presque une heure qu'on est ensemble, de ce temps, de nous avoir fait découvrir cette facette du radioamateurisme un petit peu plus geek, un petit peu plus informatique, mais toujours aussi résilient et qui a envie de donner aux autres. Je te remercie pour tout ça je te souhaite une très bonne soirée. Puis à ceux qui écoutent également, une très bonne soirée ou journée, ça dépend quand ils vont l'écouter. Ouais, pas de souci, mais c'est moi aussi qui te remercie et puis qui vous félicite pour ce que vous faites, en tout cas au niveau de la formation. C'est vraiment quelque chose de génial et qu'on n'hésitera pas à parler autour de nous régulièrement. Ah ben, ça sera avec grand, grand plaisir. Alors pour la petite information, on a fini la saison 6 et on attaque la saison 7 là, de formation là, pour cet été, pour que les gars ils passent leur examen en septembre. Donc vacances d'été au travail. Et à l'heure actuelle, on a formé plus de 70 radioamateurs en un petit peu moins de 2 ans. Eh ben bravo. Ça Voilà. sera mon mot de la fin. En tout cas, Ah merci. non, bravo à toi et bravo à FRMcom d'avoir cette vision-là. Et je te souhaite une très bonne soirée et je dis à tout le monde à la semaine prochaine. Ciao, Allez, ciao. à bientôt. Ciao. Bye.